la présentation. Donc Didier Dufas, c'est Shandy Partners. Alors il commence à être connu parce que quand même, il a créé, il va vous l'expliquer, un réseau en Chine pour vendre les produits du Sud-Ouest. Alors on vous écoute. Bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir proposé de témoigner sur ce sujet de l'international. Voilà, je vais surtout vous parler de notre expérience sur la Chine, qui est le marché qu'on connaît le mieux. Voilà, je pense que dans l'international, toutes les expériences se valent, c'est comme dans l'entrepreneuriat, et qu'elles soient fructueuses ou non. Voilà, donc je vais vous parler de Shandy Partners en deux mots, ensuite de ce réseau physique, réseau de distribution en Chine, et puis après je vous proposerai d'avoir un temps d'échange, surtout par rapport à vos questions, peut-être plus particulièrement sur le marché chinois. Voilà, donc Shandy Partners, nous sommes une société franco-chinoise, on est basé à Bordeaux, on a une filiale à Pékin. C'est une société qui a 6 ans, que nous avons montée avec mon associé qui est franco-chinois, et on est spécialiste du marché de la consommation intérieure chinois. Lui, entre autres, auparavant, avait développé Decathlon Distribution en Chine, enfin a introduit la partie Decathlon Distribution en Chine et a développé le réseau de magasins, et aujourd'hui il y en a 200. Notre spécificité, c'est de travailler sur des projets de coopération franco-chinois avec toujours l'approche publique-privée qui est assez indispensable avec la Chine, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, c'est le triptyque État, parti et économie est vraiment indispensable. Notre manière d'intervenir, c'est de sélectionner des projets auxquels on croit, dans lesquels il y a toujours une addition des forces de part et d'autre. C'est-à-dire on rassemble des partenaires, des acteurs du côté français et du côté chinois, où chacun apporte sa valeur ajoutée, son expertise. Et on s'implique au début de manière stratégique pour construire une vision commune, et puis après opérationnelle. Voilà. On n'est pas un cabinet de conseil, mais plutôt, on pourrait se définir comme un incubateur de projets, puisque très rapidement, on passe dans un mode entrepreneurial. Voilà, alors concrètement, vous donner un exemple, j'ai mes antisèches parce que j'arrive de Chine, donc je suis encore un peu décalé. Un exemple donc, qui est sur le marché du vin et de l'agroalimentaire. Voilà, qui est un marché évidemment gigantesque, en plein boom, déjà depuis quelques années, et encore pour de longues années. Pour vous donner quelques repères, le marché du vin aujourd'hui représente 11 milliards d'euros en Chine, tout confondu, hein, vin importé et vin locaux. Le marché du baijiu et des spiritueux, mais le baijiu c'est l'alcool chinois traditionnel, représente 78 milliards d'euros. Le gouvernement, il y a déjà plus de 10 ans, a déjà commencé une grande campagne pour promouvoir le vin rouge, pour une raison principale, c'est pas pour ouvrir les portes au marché des vins de Bordeaux, mais plus pour une question de santé, puisqu'ils ont investi des milliards et ils continuent pour la couverture santé, et que l'alcool fort, le baijiu, je ne sais pas si on a déjà quand vous goûtez, fait quelques dégâts à 57 degrés, et donc c'était pas mal de passer à des choses plus raisonnables. Donc le gouvernement a fait vraiment beaucoup de campagnes d'affichage avec des bouteilles de vin rouge. Alors c'est pour ça que le rouge a autant de succès qu'on a du mal à... C'est pas que le paradoxe bordelais, parce que c'est bon pour le cœur. Voilà, il y a aussi le French paradoxe, il y a le rouge qui parle bien, évidemment, et c'est une raison pour laquelle on a du mal à percer avec le blanc et le rosé, parce que spontanément ils se disent, bon voilà, le rouge c'est celui qui est bon pour la santé, les autres je ne sais pas trop. Voilà, donc cette campagne vraiment a mobilisé tout d'un coup cette ouverture sur ces produits. Le marché a été porté au tout début par une logique d'équipement de tout le réseau
de CHR. Alors vous imaginez à la taille de la machine, les cafés, hôtels, restaurants qui avaient tous besoin d'avoir des vins français à la carte. C'est énorme, donc il y a un phénomène de boom d'un coup d'achat. Après, il se pose la question de comment le vendre, évidemment. Mais ça a généré vraiment un intérêt très fort, et aujourd'hui porté par les femmes, principalement, parce que les Chinois sont très conviviaux, ils aiment bien se retrouver au restaurant, faire les affaires au restaurant. Les premières à être motivées par le fait de passer de 57 degrés à 13 degrés, ce sont les femmes. Et ce sont les meilleures ambassadrices. Voilà. Et sur ce marché, très rapidement, on s'est dit, bon, il y a un potentiel gigantesque. Évidemment, les 78 milliards vont diminuer côté Baijiu au faveur du vin, mais on ne va jamais tenir la logique de volume. C'est impossible, parce que si tout d'un coup ils se mettaient à consommer tous du Bordeaux, on n'en aurait plus même pour boire. Et surtout avec la concurrence côté Australie, enfin tous les vins du Nouveau Monde, on ne tiendrait pas sur la longueur. Donc on était obligé à une logique de stratégie de différenciation, une logique de marge et pas une logique de prix. Voilà. Et en même temps, on avait anticipé à ce moment-là le développement des classes moyennes et un revirement au niveau des grosses commandes pour les banquiers avec l'arrivée de Xi Jinping, la lutte anticorruption, etc. Donc on s'est dit vraiment il y a un revirement, c'est le consommateur final qui devient stratégique, on rentre sur une consommation privée, il faut anticiper. Et ça ne sera plus du push, mais vraiment du pull. Le consommateur va dire ce qu'il veut, va communiquer sur les réseaux sociaux, et il va falloir avoir là-dessus une marque de référence. Donc, première réflexion, toucher le consommateur final. Et ce consommateur final, derrière, il a plusieurs caractéristiques, particulièrement sur l'agroalimentaire. Le premier, c'est le fait qu'il est très méfiant par rapport à l'origine, à l'authenticité des produits, et qu'il est assez prudent sur le fait de savoir ce qu'il achète, est-ce que c'est le bon rapport qualité-prix. Et puis enfin, il est assez anxieux parce que il ne sait pas si c'est le bon vin, s'il le consomme bien, enfin il y a tout l'aspect pédagogique et culturel. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, quelles sont les réponses qu'on peut apporter par rapport à cette offre qu'on a ici. On a une très belle image de marque, Bordeaux un grand nom, mais comment on peut construire durablement nos parts de marché dans un marché qui est complètement atomisé, opportuniste, court-termiste. Voilà, donc on s'est dit, il faut faire émerger une marque, plutôt une bannière, rassembler toute cette diversité, toute cette offre sous une bannière qui a valeur de label et qui a derrière comme message vis-à-vis du consommateur final la garantie d'authenticité. Pour ça, on a une réponse avec une technologie d'authentification que les Chinois, avec les smartphones, sont carrément dingues de l'utilisation des smartphones, et ils peuvent vérifier eux-mêmes l'origine du produit, l'authenticité. La deuxième, par rapport à la question de méfiance, c'est de mettre dans la partie marque aussi la caution publique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait tout ce projet avec les conseils régionaux Aquitaine, enfin Nouvelle-Aquitaine et Occitanie maintenant, avec une bannière Sud-Ouest France. Évidemment, France est le mot-clé dans la marque. Et surtout dans la construction du business model, voilà, oser l'international, voilà, oser, c'est parce qu'il y a des risques. Et il faut essayer de mesurer ces risques. Et les plus grands risques qu'on a là-dedans, c'est le risque financier et le risque opérationnel, très compliqué. Donc on a décidé
pour ça de travailler dans une logique de franchise et de faire porter les investissements en fait sur tout le développement du réseau physique sous cette marque, sous cette manière, de le faire porter par des Chinois qui, eux, connaissent très bien leur marché, locaux, qui savent obtenir les licences, qui savent trouver le bon emplacement, qui savent recruter les bonnes personnes, manager les bonnes personnes. Voilà, c'est là qu'on rentre dans la logique vraiment de complémentarité, d'association des forces de part et d'autre. Nous, on a des bons produits, on a la capacité de s'engager sur l'origine, on a la capacité au niveau public de dire, bah, voilà, il y a un label, on met la caution publique dessus, très bien. De l'autre côté, eux, ils savent comment toucher ces consommateurs, comment communiquer auprès d'eux directement sur les valeurs qu'on apporte, et voilà, le deal est équilibré. Voilà, donc c'est un projet aujourd'hui, en résumé, qui consiste, je peux vous montrer des photos de ces lieux, qui consiste dans un circuit court de promotion et de distribution des produits viticoles et agroalimentaires, sous bannière, sous marque de référence, avec derrière un réseau physique qui permet de faire exister cette marque directement auprès des consommateurs. Finalement, la marque se développe à travers ce réseau physique qui est financé par les Chinois. La marque, on en reste les propriétaires, et une fois qu'elle est reconnue, connue à travers la force du consommateur sur les réseaux sociaux, eh ben, elle est plébiscitée en distribution sur le B2B. Voilà, donc ça c'est différents formats, c'est pas un modèle unique, hein, c'est pas des KFC, on s'adapte à chaque fois à la région, on s'adapte, ce qui est important c'est de donner une place importante aux produits. C'est à la fois vente et restauration, si je comprends bien. C'est vente et restauration, parce qu'il est indispensable d'avoir une approche art de vivre. Voilà. Déjà, c'est mieux dans la découverte qui mange en même temps qu'il boit. Vous faites aussi la formule atelier des chefs, non? Pour apprendre à faire des recettes. On n'en est pas encore là. On pourrait faire plein de choses. Le moteur dans la fusée, c'est le vin, vous l'avez compris. Derrière, une fois qu'on est repéré comme une marque de référence et de garantie sur une sélection de produits français de qualité et d'origine, on peut emmener évidemment l'agroalimentaire, qui est déjà pas présent en partie, mais on pourra aussi plus tard emmener d'autres choses autour de l'art de vivre, l'art de la table, voilà, peut-être un jour même la mode, les cosmétiques. Voilà. L'idée, c'est surtout la promesse, rapport qualité-prix, authenticité, garantie d'origine. Une question, oui. Ça vous posait des questions aussi. Il y a une question linguistique toujours en Chine. C'est le mot sud-ouest, le nom de la boutique. Est-ce qu'il a une connotation en chinois? Parce que souvent, ils cherchent un mot chinois qui ressemble un peu, et c'est important. Alors, pour le symbole. C'est sud-ouest. Les enseignes s'appellent Maison Sud-Ouest France, et c'est traduit littéralement en Fagua Sinanju, qui est Maison Sud-Ouest de France. Voilà. Mais encore une fois, le plus important, ma prononciation était ça va. Le plus important, c'est France. Voilà, parce que Sud-Ouest, avec un de nos partenaires dans le Sichuan, c'est bien parce que c'est le sud-ouest aussi de la Chine, et voilà, et on se retrouve dans une rencontre entre le sud-ouest de la France et le sud-ouest de la Chine. Voilà, et d'ailleurs on a eu une très belle inauguration, ça c'est une des maisons de là-bas, on a eu une très belle inauguration à la fin de l'année d'anniversaire des relations franco-chinoises. On a eu la chance d'avoir Jean-Pierre Raffarin et Mathias Feckel qui ont inauguré dans ce cadre voilà, le lancement sur le grand sud-ouest de la Chine. Voilà, je vous propose d'arrêter là et d'échanger avec vous sur vos questions. Question sur cette belle aventure. Vous avez parlé tout à l'heure d'incubation. Quels sont les produits que vous incubez? Alors, incubation, en fait, c'est plus sur notre modalité d'intervention sur Channel Partners.
Ça veut dire que les projets, on va travailler sur les projets économiques, commerciaux et financiers. Et les projets sur lesquels on va travailler, c'est des projets vraiment embryonnaires, idées. Et on va intervenir dès le début sur la vision stratégique. Et puis faire intervenir différentes parties prenantes pour faire émerger un dispositif, un schéma qui correspond bien à tout le monde. Et après, on s'implique, nous, opérationnellement, comme des entrepreneurs. Voilà, pour vous donner un exemple sur ce projet, au tout début, on a apporté l'idée aux régions qui étaient dans le cadre de la coopération décentralisée en relation avec la province du Roubaix. Ils avaient des problématiques, ils voulaient faire des stocks avancés sur les vins avec une zone sous douane. Et on dit, on ne sait pas si c'est vraiment utile. On leur a dit, non, par rapport au marché, ce qui est utile, c'est d'aller auprès du consommateur final. On leur a suggéré ça. Et là, ils nous ont demandé de construire toute la mécanique, donc la supply chain, l'idée générale, parce que la marque leur appartient. Et derrière, nous, on a pris la marque pour 10 ans plus 10 ans, exclusivement en Chine. Et les régions, tout ça ne nous paye pas du tout. Ce sont les partenaires chinois, donc on est incité à ça. C'est un modèle entrepreneurial. C'était juste pour dire on est partie prenante sur différents modèles, même en participation sur les projets qu'on sélectionne et sur lesquels on s'investit. Il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Quelle a été la complexité au niveau international pour aller en Chine finalement? Est-ce que ça a été le côté administratif, le côté, alors peut-être le côté business, en se disant on a une culture différente, une façon de réfléchir différente. Je pense que l'éducation au niveau du vin a été importante aussi. Mais quelle a été finalement la difficulté au niveau international de se développer là-bas? Alors, clairement, culturel, j'ai pas précisé, en fait, j'ai commencé à travailler avec la Chine en 2006. Et dans le cadre associatif, j'avais monté une association sur des échanges franco-chinois sur différentes thématiques. Et j'ai pu me rendre compte à quel point ce marché était passionnant, et surtout quand on a la fibre entrepreneuriale, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à inventer, et puis c'est tout le temps challenging, il faut se remettre tout le temps en question, il faut inventer. Voilà. Mais j'ai pu me rendre compte aussi à quel point la dimension culturelle était fondamentale et que je ne pourrais rien faire si on n'était pas dans une logique biculturelle. Et en fait, c'est le jour où j'ai rencontré mon associé que j'ai décidé de me lancer. Voilà. Et mon associé est chinois. Et on passe notre temps, c'est une de nos valeurs ajoutées dans les projets qu'on accompagne, on passe notre temps à digérer les réflexions, les problématiques à notre niveau. Ça fait 6 ans qu'on se pratique, on se connaît bien. Mais voilà, il y a toujours des visions et des approches, des sensibilités différentes. On les digère à notre niveau. Et après, voilà, chacun fait son job, moi côté français et du côté chinois. L'aspect culturel pour la Chine, il est vraiment incontournable. Je ne pense pas qu'on puisse avancer sur ce marché en passant à côté d'un médiateur biculturel. C'est extrêmement délicat. Il y a plein de choses pour vous dire, vous parler de cette culture, de cette approche différente. Vous donner juste une illustration quand même sur les contrats. Les contrats pour nous c'est super important, on se focalise sur les contrats, il faut vous préparer, c'est un peu le point de départ de tout. En Chine ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui est fondamental c'est la relation. Voilà. Tout ça, ça vient de plein de choses, des pensées fondatrices de la Chine, de l'histoire, de la culture. Mais donc un contrat, pour eux, c'est une photo à l'instant T, c'est un bilan, un résultat. C'est pas une dynamique. Donc comme tout change en permanence, voilà, c'est propre du taoïsme, finalement, ce qui reste fondamental, c'est l'esprit du contrat. Donc ce qui est important, c'est tout le temps que vous allez passer en amont à vous connaître, à créer une relation de confiance et à vraiment faire émerger de manière évidente l'esprit du contrat. Et à connaître son guanxi. Parce que nous, on va régler voilà, les problèmes, les conflits avec la loi, le droit. Eux, ils vont le régler avec le réseau. Et le guanxi, c'est le réseau. L'enjeu pour nous, c'est de se faire pénaliser ou voir en
les autres, si on fait une faute, pas dans les affaires. Mais l'enjeu pour eux, c'est le Guanxi, c'est de perdre la face, c'est une mort sociale, par exemple. Voilà. Donc tout ça, il faut en avoir bien conscience, parce que si on y va comme on aborde peut-être un marché américain qui est beaucoup plus structuré, qui lui est hyper droit, là il faut vraiment que vous dépensiez des gros budgets sur les avocats. En Chine, j'espère qu'il n'y a pas d'avocats dans la salle, ils vont me taper sur le doigt. Mais non, je pense qu'à un moment donné, à un moment donné, je pense que c'est utile de garder les choses, mais c'est utile de les suivre dans la dynamique et de ne pas perdre de vue que vous avez plus d'investissement à faire dans la présence, dans la relation, dans le fait de recevoir vos partenaires ici à Bordeaux, de leur faire connaître aussi, d'ouvrir aussi votre réseau. Voilà, c'est des choses comme ça. Moi j'ai une question, parce qu'on a un peu échangé avant le début de la conférence. Et donc dans Oser l'international, il y a évidemment une part de prise de risque que vous avez évoquée. Et il y a aussi, et c'est ce que je trouve intéressant, ce que vous disiez, c'est une façon l'obligation de réfléchir autrement, de voir le business autrement. Et notamment quand on va travailler avec la Chine. Et donc je trouvais intéressant ce que vous évoquiez, de valoriser les atouts aussi de sa société par rapport aux partenaires chinois, parce qu'en fait c'est une relation plus de partenariat. On en est même amené à parler à un moment donné de l'Afrique. Oui, tout à l'heure, on parlait de ça effectivement. C'est que on a tendance à, spontanément, en tout cas pour les PME, à se dire bon ben l'international, je vais y aller, il faut que je trouve un débouché commercial pour mes produits et à ne voir que dans la valeur qu'on peut offrir son produit. Voilà, d'expérience sur la Chine, vous avez plein de valeurs qui sont insoupçonnées. Voilà, typiquement par rapport à la Chine, la première valeur que vous avez, c'est que vous êtes français. Vous avez une image de marque, vous avez une caution, vous représentez une qualité, une expérience, une certaine culture, etc. Pour un Chinois qui est sur son marché, avant tout intérieur, qui veut se différencier parce qu'il y a une forte compétition, avoir une société française en partenariat ou en association, même capitalistique, peut lui offrir un atout énorme. C'est-à-dire qu'il va avoir une gamme de produits, il va proposer la vôtre côté français, mais ça va lui donner une crédibilité. Ça va lui donner une crédibilité pour ses clients, peut-être pour ses distributeurs, peut-être même pour ses investisseurs, s'il est en bourse. Voilà. Parce qu'il a des liens à l'international, ça lui donne une crédibilité même au niveau de l'État, important, l'entrée à l'État, qui s'ouvre à l'international. Aujourd'hui, vous avez vu tous les vagues d'achats, voilà, même de très grandes sociétés en France, mais dans beaucoup d'autres pays. Les Allemands, ils en ont marre, ils sont en train de fermer. Mais voilà, il y a beaucoup de choses insoupçonnées. Alors l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'était... par exemple, ils ont des surcapacités de production sur certaines gammes de produits qui ne trouvent pas de débouchés en Europe ou aux États-Unis, mais qui trouvent des débouchés en Afrique. Sauf qu'ils n'ont pas accès au réseau de distribution. Ils ont accès pour d'autres sujets, des infrastructures, télécom, etc., mais pas pour le consommateur africain. Or, nous avons, historiquement, des relations économiques très fortes avec l'Afrique, beaucoup de PME qui, sur leur activité, ont créé un réseau, ont un réseau de partenaires, de distribution en Afrique. Une société chinoise va être très intéressée par ça, peut-être à dire pourquoi on ne s'associe pas, pourquoi par exemple, on ne prendrait pas des échanges croisés, du capital. Vous allez m'ouvrir la porte de l'Afrique, et puis moi je vais vous ouvrir la porte de la Chine. Ça tombe plutôt bien, parce qu'il vaut mieux que vous ayez quelqu'un là-bas pour vous ouvrir la porte de la Chine. Et puis vous avez des intérêts partagés. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est un marché incontournable, je ne vais pas en revenir dessus. Il y a une promesse, il ne faut pas oublier, les promesses en Chine politiques sont fondamentales, parce que l'empereur, s'il ne tenait pas sa promesse, dégagé. La promesse de Deng Xiaoping, c'est la petite prospérité. Xiaokang, à 2020, c'est des fortes classes moyennes. Et aujourd'hui, voilà, c'est un marché de consommation qui est vraiment en plein boom. C'est vraiment un marché gigantesque. Mais au-delà de ça, voilà, vous pouvez aussi bénéficier d'investissements.
Aujourd'hui, ils poussent beaucoup les investissements. Ils avaient des balances commerciales et financières excédentaires. Maintenant, ça change un peu. Voilà, c'est pas obligatoirement une prise de participation majoritaire. Ça peut être une prise de participation minoritaire. Et ça vous apporte, à un moment donné, une injection de cash sur une période de développement. Vous avez peut-être un enjeu de développement aux États-Unis qu'il faut financer. Il va vous apporter le cash pour ça, sauf que vous vouliez ouvrir l'Afrique et il vous ouvre la Chine. Voilà. C'est un exemple. Une autre intervention. Dernière, finie. Je m'excuse. Ça sera peut-être la dernière. On a tous une crainte finalement dans le développement international de se dire, quand on est en France, bon, ça fonctionne, pas de problème, on connaît l'administration compliquée, mais la question qu'on a tous chefs d'entreprise, c'est de se dire, si je pars à l'étranger, moi le premier, on a peut-être la barrière de la langue, on a peut-être alors cette barrière administrative qui est quelquefois importante également, même si malgré tout on parle en France. Voilà, je pense que le pas il est là aussi d'un chef d'entreprise quand on aime son produit et qu'on le connaît bien, de se dire je pars à l'étranger, mais comment ça va se passer là-bas, quoi, voilà. Est-ce que vous êtes entouré par une société de consulting? Est-ce que voilà, avec votre comptable, avec alors, ouais, vous avez l'international, donc c'est clairement prendre des risques, c'est clairement une part d'aventure. Alors peut-être pas dans tous les pays, il y a plein de types d'international. Pour la Chine, oui, il faut bien réfléchir en amont. Déjà, il faut se définir des objectifs réalistes, il faut faire un business plan, fixer des objectifs réalistes, et puis prendre le temps. Il y a énormément de soutien à l'international, côté français. On a vraiment, voilà, il y a des professionnels, des experts, des sociétés de conseil, il y a aussi le soutien public, les aides, les COFAS, Business France, les conseillers du commerce extérieur de la France. Chacun peut vous apporter énormément de choses, mais ils ne remplaceront jamais, ce sont des aides, des soutiens, ils ne remplaceront jamais le fait que vous alliez voir le marché, que vous allez vous rendre compte de ce qu'il est, vraiment de voir quelle est votre valeur ajoutée. C'est vraiment fondamental. Donc ça veut dire prendre du temps. Ça veut dire rencontrer, ça veut dire essayer, réessayer. Voilà. Après, il peut y avoir des accélérateurs là-dedans. Oui, pour faire plus vite. Oui, des conseils, des gens qui ont de l'expérience, partager l'expérience entre le réseau de chefs d'entreprise. Il y a pas mal de sociétés ici qui connaissent bien la Chine. Marc Priselski intervenait ce matin, il parlait du Brésil, mais il a une très bonne expérience de la Chine aussi. Voilà. Ce qui est fondamental, c'est vraiment de ne pas tomber dans le côté chant des sirènes, parce que voilà, rester réaliste, maître de votre business, tout en étant ouvert à voilà, inventer une façon différente de travailler. Mais prenez le temps, vraiment prenez le temps pour ça et faites-vous vos idées. Il y aura, si vous allez en Chine, vous allez être accueillis à bras ouverts. Voilà, ce sont des gens extrêmement accueillants, extrêmement sympathiques. Ils sont toujours les bras ouverts pour les Français. Mais spontanément, si vous ne connaissez pas bien, voilà, vous pouvez tomber dans le champ des sirènes. Vous allez dire, c'est génial, ça y est, il est super enthousiaste, c'est parti. Ouais, prenez le temps. Ça y est. Moi je m'arrête.